Je vais vous remercier d'être présent aujourd'hui à la présentation sur la schizophrénie et la psychose, une histoire de sommeil présentée par Dr. Magali Lucier-Valade. C'est une présentation que Dr. Lucier-Valade avait déjà fait lors de la formation sur le sommeil qui a été organisée il y a quelques années dans notre CIUS. C'est une présentation qui avait été particulièrement appréciée. Dr. Lucie Valade est une psychiatre ici au sud du nord de l'île de Montréal. Elle travaille au service des psychotiques, des soins partagés également. Puis actuellement, elle travaille au CIM. Elle a fait un fellowship l'année dernière avec Paolo Fusarpoli, un des chercheurs les plus prolifiques en psychose en Angleterre. Ça lui a permis de consolider au fond ses apprentissages au niveau de la psychose, la réadaptation et la recherche. Merci. Alors, effectivement, c'est une présentation que j'avais déjà donnée. Cependant, vous allez voir que je vais couper certaines parties parce que j'ai un petit peu moins de temps que j'avais eu et au lieu d'enlever des choses, j'en ai même rajouté. Alors, vous me pardonnerez, mais je vais probablement couper dans la neurobiologie. J'espère que ça ne déçoit personne. Donc, premièrement, mes conflits d'intérêts, j'en ai aucun, mais vous allez voir, je fais une promotion très enthousiaste, mais non rémunérée de TCC Montréal, particulièrement dans la deuxième partie de la présentation. Donc, je vous réfère très souvent à ce site. Voici la table des matières, donc tout ce qu'on va couvrir. Donc, au niveau de l'introduction, un petit rappel sur les troubles psychotiques et le sommeil. Je vais quand même aller rapidement parce que je pense que c'est des concepts que beaucoup de gens connaissent déjà. Notamment la schizophrénie et aux troubles psychotiques. Donc, le terme psychose va regrouper plusieurs diagnostics distincts qui évoluent sur un gradient, donc fond psychopathologique, dont habituellement la schizophrénie en tête de liste, malgré plusieurs efforts qui visent à élucider les mécanismes pathophysio-étiologiques de la schizophrénie et des troubles psychotiques. Je vous dirais que la réponse à toutes ces questions demeure assez élusive. Le consensus actuel considère la schizophrénie comme un trouble neurodéveloppemental qui résulte de l'interaction de plusieurs gènes de susceptibilité et des facteurs environnementaux. En l'absence de marqueurs biologiques, génétiques ou paracliniques clairs, le diagnostic repose donc principalement sur la présentation clinique qui est très vaste, la présence des critères définis dans le DSM-5, ce qui laisse la place à une grande subjectivité assez complexe en fait. Donc, je vous ai résumé ici là, un petit peu la présentation très hétérogène clinique. Donc, les symptômes principaux qui s'entraînent sont généralement regroupés en 3 dimensions, soit les symptômes positifs, symptômes négatifs et la désorganisation. Ces dimensions-là sont généralement associées à des déficits neurocognitifs ainsi qu'à des troubles du sommeil. Ces perturbations du sommeil seraient possiblement impliquées dans la pathogénèse à constellation des symptômes qu'on retrouve dans la psychose. Tout le but de la présentation aujourd'hui également. Donc, le sommeil, justement, petit rappel généralité. C'est sûr que je ne suis pas une grande experte, mais je dirais que le sommeil attise la curiosité des grands penseurs, des grands chercheurs depuis même l'Antiquité. Il y a peu de concepts qui ont été aussi souvent remaniés, repensés que celui-ci. D'abord, ça a longtemps été considéré comme un phénomène plutôt passif à la frontière entre l'état d'éveil et la mort. C'était assez dramatique dans l'Antiquité, en passant par des explications qui nous semblent aujourd'hui un peu loufoques. Maintenant, le sommeil est reconnu comme un processus hautement actif qui est régi par plusieurs systèmes en interaction et même parfois en compétition. Donc, les systèmes neuronaux, les systèmes hormonaux et même socioculturels qui vont permettre la régulation du sommeil et l'alternance entre ces différents stades. Donc, justement, au niveau de la régulation du sommeil, chaque individu a son propre chronotype qui est déterminé par les influences combinées de l'horloge biologique circadienne et la pression homéostatique, aussi appelée la dette du sommeil. C'est cette dernière qui est le mécanisme par lequel, dans le fond, le sommeil est facilité de façon proportionnelle au temps d'éveil accumulé avant d'aller dormir. Cependant, s'il y avait juste ce mécanisme-là, la fatigue serait minimale au début de la journée, puis grandirait au fur et à mesure qu'on avance pour atteindre son apogée en fin de journée. Or, on sait tous que le niveau de fatigue va varier au courant de la journée, en partie régi justement par le cycle de l'horloge circadienne. Donc, au cœur de l'horloge circadienne,
on a les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus antérieur, dont les actions sont réglées par la transmission rythmique des clock genes, les gènes horloges, mais aussi par des synchronisateurs extrinsèques qu'on appelle, pardonnerez mon accent, les Zeitgebers, comme la lumière ambiante, les exigences sociales ou occupationnelles. Cette horloge est responsable de plusieurs fonctions physiologiques, psychologiques, qu'elle synchronise, comme justement le cycle veille-sommeil, la sécrétion de mélatonine, de cortisol, d'autres hormones également, la température corporelle et certaines habiletés cognitives et psychomotrices, comme l'attention, la mémoire et le temps de réaction. Donc, je vous fais un petit rappel ici là, des stades du sommeil. Donc, l'architecture du sommeil, ça désigne la façon dont le sommeil est structuré à travers la nuit, peut être évalué par une polysomnographie qui enregistre 3 paramètres, le l'EEG, l'EMG et l'électrooculagramme, donc l'EOG, le mouvement des yeux. Chaque stade du sommeil présente une combinaison particulière de ces 3 paramètres-là qu'on a tous appris par cœur pour les examens, puis en tout cas, moi, je les ai oubliés par la suite. Le sommeil est constitué d'une phase de non-rapid eye movement, le non-REM, et en ordre croissant de profondeur de sommeil, on parle du N1, N2 et N3. Avant, c'était le N3, c'était le N3 et le N4. Maintenant, on les a combinés. Et une phase de sommeil REM, le sommeil paradoxal, qui alterne de façon cyclique au courant de la nuit. Un cycle du sommeil dure environ 90 minutes, composé d'une période de sommeil lent, suivi d'une période de sommeil paradoxal, peut donc apparaître entre 4 à 5 fois au courant de la nuit. Les cycles n'ont pas tous la même organisation. Le sommeil lent profond est retrouvé presque exclusivement dans les 2 premiers cycles de la nuit, tandis que le sommeil paradoxal prédomine dans la deuxième moitié de la nuit. Donc, je vous ai fait ici un petit résumé justement là, des différents stades, mais je vais les passer rapidement. Si ça vous convient, vous pourrez toujours y revenir pour les gens très motivés par la suite. Donc, j'avais également inclus un petit lexique du sommeil, mais je vais le passer parce que, bon, je pense qu'on les connaît, c'est assez, je pense que c'est bien défini, puis je vais en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, au niveau de l'alternance des cycles du sommeil, ça se fait sont des mécanismes neuronaux assez complexes, finement réglés, qui impliquent l'hypothalamus, le thalamus, le tronc cérébral. Dans le fond, ces structures cérébrales-là sont considérées comme des interrupteurs qui permettent d'alterner entre l'éveil et le sommeil, ça c'est le rôle de l'hypothalamus, de faciliter ou de bloquer le passage de l'information vers le cortex, c'est le rôle du thalamus qu'on appelle aussi le centre de relais, et d'alterner entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal, c'est le rôle du tronc cérébral. Il y a plusieurs neurotransmetteurs qui agissent sur l'action des interrupteurs, notamment l'acétylcholine, l'orexine, l'histamine, dopamine, noradrénaline, sérotonine, glutamate, qui sont impliqués dans l'éveil. Et à l'action de ces molécules-là, on va retrouver les molécules qu'on dit hypnogènes, comme l'adénosine, par exemple, qui s'accumule pendant l'éveil pour faire basculer l'interrupteur hypothalamique vers le sommeil. En fond, l'adénosine, c'est un produit de dégradation de l'ATP. Son accumulation va refléter le niveau d'activité des cellules gliales, des neurones augmenté durant l'éveil, ainsi que la déplétion des réserves d'ATP sous forme de glycogène. Donc, elle permet d'évoluer vers un état de sommeil lent durant lequel le cerveau est moins actif, ce qui favorise la réplétion des taux cérébraux de glycogène. Je vais quand même passer rapidement parce que c'est assez complexe. Je ne pense pas décevoir personne en passant moins de temps sur la partie neurobio. Je peux quand même vous citer 2 grands experts, soit Dr Godbout et Dr Deshôtels, qui m'ont dit quand je parlais des neurotransmetteurs, c'est très complexe et très aride. Alors, moi, c'est ce que j'ai retenu de tout ça et c'est ce que je vous transmets aujourd'hui. Donc, au niveau des pathologies du sommeil, selon le DSM-5, on peut comprendre que devant la complexité du système des réseaux qui assurent justement la régulation du cycle du sommeil, ce n'est pas étonnant de constater la myriade de présentations différentes de ces troubles-là, leur très grande prévalence, particulièrement dans les populations psychiatriques. Donc, au niveau des pathologies du sommeil, en 2013, la nécessité de considérer les troubles du sommeil comme des pathologies à part entière, peu importe les conditions comorbides, sous-tendait la nouvelle classification du DSM-5 pour les troubles de l'alternance veille-sommeil. L'ancienne dichotomie troubles primaires versus troubles secondaires a été mise de côté au profit d'un investissement vraiment dans le traitement des troubles du sommeil indépendamment du traitement de la condition autre.
Malgré la reconnaissance, je dirais, des perturbations du cycle veille-sommeil, l'enjeu demeure assez complexe. Les paramètres du sommeil optimal sont hautement personnels à un individu, selon son bagage biologique, mais aussi ses exigences de la vie sociale. Qui plus est, le sommeil pourrait être considéré comme un construit socio-culturel, bien que ça s'appuie sur des postures physiologiques. Effectivement, les habitudes de sommeil, la conception du sommeil qu'on dit en guillemets normal, ça s'inscrit dans une contextualité de la société. On est passé, par exemple, du sommeil biphasique à un sommeil monophasique au cours des années. À ça, on ajoute les considérations culturelles qui influencent où, quand, comment les humains dorment. Juste par exemple, il y a plusieurs sondages épidémiologiques qui ont démontré en 2015 qu'il y a très peu de troubles du sommeil rapportés dans les cultures plus orientales, tandis que dans les populations occidentales, ben, ça pleut un petit peu partout. Donc, ça à prendre en considération, surtout que beaucoup des troubles du sommeil dépendent de plaintes subjectives des patients. Donc, c'est un tableau récapitulatif des troubles, mais que vous pouvez trouver dans le DSM également. Dans le fond, les personnes atteintes de ces troubles-là vont se plaindre habituellement d'une insatisfaction au sujet de la qualité, de l'horaire, la quantité de sommeil, qui entraîne une détresse, une altération du fonctionnement au quotidien. Donc, au niveau de la psychose et des troubles du sommeil, c'est la question que j'avais posée initialement, donc une relation bidirectionnelle. Je peux déjà vous dire oui, c'est effectivement, les études tendent à démontrer qu'on a une relation bidirectionnelle entre les deux. Donc, ici, on a 2 citations que vous pouvez lire, mais en fait, les troubles psychotiques sont associés aux troubles du sommeil depuis la première description clinique qui a été faite par Kraepelin en 1919. Par la suite, Euler a lui aussi remarqué que les dysfonctions du sommeil faisaient partie intégrante des troubles psychotiques. Ce n'est pas un hasard si 2 des plus grands noms, ou en tout cas des noms les plus historiques là, dans l'histoire des troubles psychotiques, ont mis de l'avant les distorsions du sommeil dans la présentation clinique des interventions thérapeutiques. Donc, je vous dirais, les chercheurs ont longtemps été intrigués par la connexion de la schizophrénie et des rêves, qui ont même été utilisés comme des modèles de la psychose. Les hallucinations et les rêves sont phénoménologiquement similaires, sont caractérisés par des expériences sensorielles très vivides, qui n'appartiennent pas au domaine de la réalité, mais qui sont perçues comme réelles et dont le caractère bizarre n'est pas reconnu immédiatement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des rêves où tout avait l'air très logique, mais quand vous y repensez ou quand vous racontez après, vous dites, mon Dieu, c'est vrai qu'il y avait comme 50 clowns, puis 3 dauphins, puis ça ne m'apparaissait pas étrange. Donc, il y avait une hypothèse alors qu'il postulait que la psychose était une intrusion du sommeil REM à l'état d'éveil. C'est sûr que ce n'est pas une hypothèse qui a été maintenue et reconnue, mais les similitudes entre les symptômes des troubles de sommeil et ceux de la schizophrénie justifient encore l'intérêt présent pour l'association entre les 2 troubles. Surtout quand on sait que les troubles du sommeil sont proéminents dans les populations atteintes de troubles psychotiques. Et je vous dirais que le degré de distorsion du sommeil semble corréler positivement avec la symptomatologie psychotique. Donc, dans la population générale, il y a effectivement une induction de symptômes psychotiques par la privation de sommeil. Rassurez-vous, pour ceux qui ont un horaire de sommeil un peu perturbé, on parle ici des symptômes qui sont psychotic-like ou subcliniques. Et de mémoire, je pense que ça prenait environ 100 heures consécutives d'insomnie pour développer des symptômes vraiment florides. Mais demandez-moi pas comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Donc, au niveau de la privation de sommeil dans la population générale, ça affecte négativement le fonctionnement cérébral, l'insomnie chez eux. Ça peut entraîner des symptômes psychiatriques, incluant des hallucinations, des délires, des perturbations de l'humeur, atteintes cognitives, atteintes du système immunitaire. Donc, c'est des caractéristiques qui sont assez similaires à celles qu'on retrouve dans la schizophrénie. Et donc, la privation de sommeil dans la population générale a été utilisée en laboratoire comme un modèle de la psychose. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été démontrées à ce sujet-là. Et je vous avais mis là, une petite fiche comparative justement entre la privation de sommeil et la schizophrénie. Ça a été suggéré que l'association entre la diminution du sommeil et les symptômes psychotiques ferait l'objet d'une médiation par les affects négatifs, comme l'anxiété ou la dépression.
C'est d'ailleurs déjà reconnu que l'insomnie, c'est une cause d'anxiété, de dépression, d'erreurs de raisonnement et aussi d'anomalies perceptuelles qui sont des facteurs qui exacerbent eux-mêmes le risque de paranoïa. Donc, au niveau des mécanismes pathophysiaux qui relient les deux troubles, je voudrais que c'est des mécanismes qui sont proposés mais qui n'ont pas été confirmés. Donc, je vous les ai résumés ici. Cependant, je vais peut-être les passer pour aller plus vers la partie plus clinique vers la fin, mais pour les gens bien motivés, vous pourrez lire ici, mais sachez qu'il n'y a rien de confirmé. Donc, au niveau des profils des troubles du sommeil dans la population atteinte de troubles psychotiques, donc, je vous dirais que malgré la grande dissension qu'on trouve dans la littérature, il y a certaines conclusions qui peuvent être tirées. Donc, c'est-à-dire les individus atteints de psychose présentent des altérations marquées du sommeil qui se manifestent principalement par des difficultés d'induction, de maintien du sommeil, mais aussi par un débalancement du rythme circadien qui peut se manifester par un retard ou avance de phase sommeil ou même une perte de synchronicité totale avec le cycle lumière-noirceur. Cette perte d'horaire-là, de l'horaire circadien peut être assez impressionnante chez nos patients qui, des fois, ont un rythme de vie qui est totalement incompatible avec le maintien d'un emploi ou d'activité sociale. Je pense qu'on s'est tous un petit peu déjà arraché la tête quand nos patients nous disaient je ne peux pas travailler parce que moi, je me réveille à 9 h du soir, puis c'est là que je fais ma journée. Donc, beaucoup de choses qu'on reconnaît notre clientèle là-dedans. Donc, il y a plusieurs études qui ont essayé de démontrer quels étaient les profils exactement, quels étaient les mécanismes, mais je vous dirais qu'on cherche encore beaucoup à ce niveau-là. Donc, j'avais résumé ici les méta-analyses sur les troubles de sommeil dans les populations avec psychose. C'était une revue de littérature qui avait été faite en 2018. Cependant, j'ai regardé plus récemment, il n'y avait pas vraiment de nouvelles données au plan là-dessus. Je dirais que les anomalies du sommeil les plus fréquemment retrouvées, c'est une difficulté à s'endormir, donc une augmentation du temps de latence, diminution de l'efficacité du sommeil et un temps total de sommeil qui est diminué. Les 3 méta-analyses qui existantes ont confirmé tous ces résultats-là, mais il y avait quand même des contradictions entre elles qui étaient expliquées probablement par l'hétérogénéité des populations et la méthodologie qui était employée. La méta-analyse de Chouinard en 2004 a été la première à démontrer qu'il y avait des différences selon l'absence ou la présence de traitements antipsychotiques. C'est-à-dire un temps d'éveil augmenté et une diminution de N2 dans la population qui n'avait jamais reçu de traitement antipsychotique. Donc, je vous parle quand même brièvement syndrome de l'apnée du sommeil, parce que c'est quand même un enjeu qu'on associe souvent avec les troubles psychotiques, je vous dirais. Cependant, la majorité des études est assez contradictoire. Il n'y aurait pas nécessairement de prévalence plus élevée que dans les autres troubles psychiatriques. En fait, il y a même des méta-analyses qui démontraient que c'était plus une prévalence élevée pour les troubles dépressifs et le stress post-traumatique, mais pas dans les troubles psychotiques. Mais il y a une méta-analyse plus récente là, qui a démontré qu'il y a une prévalence de 1,6 à 52 % d'apnée du sommeil dans la schizophrénie. Donc, vous voyez que les chiffres sont assez peu parlants parce qu'on a des grands écarts. Il en reste pas moins que l'obésité demeure le meilleur facteur prédicteur du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil et que les patients avec schizophrénie ont malheureusement un risque accru de gain de poids problématique, secondairement à plusieurs facteurs, autant génétiques que les habitudes de vie, mais aussi effectivement avec nos traitements, avec nos neuroleptiques. Donc, un bref retour sur les parasomnies, la schizophrénie, sur les rêves et les cauchemars, en fait, plus précisément. En fait, je vous parlais principalement des cauchemars parce qu'il y a une relation entre les cauchemars et la présentation clinique. Qui serait un signe, enfin, de mauvais pronostic. Donc, je vais les résumer dans cette diapo ici. On dit souvent que les rêves des patients psychotiques qui ont un contact fragile avec la réalité devraient être bizarres. Cependant, on a réalisé que l'expérience onirique des gens avec schizophrénie n'est pas différente vraiment de la population générale, à l'exception de la brièveté des récits qu'ils en font par la suite, qui témoignent plus d'une difficulté à organiser un compte-rendu de l'expérience et qu'il y aurait plus d'étrangers dans leur rêve que de la population générale. La littérature suggère aussi que les gens avec schizophrénie auraient tendance à rêver plus souvent
mais ça pourrait être une conséquence du fait qu'ils ont plus d'éveil nocturne, ce qui facilite le souvenir d'avoir rêvé aussi. Donc, la littérature nous dit que les troubles psychotiques sont associés à une fréquence plus élevée de cauchemars et que ceux-ci, quand ils gagnent en intensité, ça pourrait être le prélude d'une décompensation psychotique. Il y a peu de consensus actuellement sur l'association des symptômes spécifiques de la schizophrénie, positifs ou négatifs, et les cauchemars, mais il semblerait quand même que les cauchemars reflètent le niveau de détresse des patients. Puis il y a aussi certaines études qui suggéraient que la disposition au cauchemar pourrait être un marqueur de vulnérabilité à développer une schizophrénie dans les populations à risque, et que la récurrence de cauchemars serait le meilleur facteur de prédiction d'une psychose à l'adolescence. Mais c'est quand même des résultats qui sont un petit peu controversés. Donc, au niveau justement des corrélations cliniques, faut-il s'inquiéter des troubles du sommeil chez nos patients psychotiques? Bien, je vous vends le punch. Oui, effectivement, il faudrait s'en inquiéter. Donc, je vous ai fait une petite diapo ici qui résume, mais peut-être juste attirer votre attention au niveau du risque suicidaire. Il y avait des études qui démontraient que le fait d'avoir des cauchemars en particulier allait exacerber le risque de cauchemar. Je pense qu'il disait qu'avec des troubles du sommeil plus cauchemar, on parlait d'un risque de 11 fois plus élevé dans la population générale. C'est seulement une étude qui démontrait qui avait été faite en Chine, mais je trouvais ça quand même important parce que moi, ça ne faisait pas nécessairement partie de mon questionnaire avec mes patients. Avez-vous fait des cauchemars récemment? Donc, ça pourrait être à questionner. Donc, au niveau de la prise en charge, justement, tout ça, qu'est-ce que ça me dit? C'est très important qu'il y ait une prise en charge qu'on dit globale. C'est sûr que les troubles de sommeil sont exclus des critères diagnostiques de la schizophrénie, mais je pense que c'est important de les considérer dans nos questionnaires. Au niveau justement de comment on traite ça, c'est sûr que les antipsychotiques, on va toujours y penser, c'est la pierre angulaire du traitement des troubles psychotiques. Sont généralement aussi reconnus pour entraîner une certaine amélioration du sommeil, sauf en ce qui a trait aux effets de somnolence diurne. Il y a des études par polysomnographie qui ont démontré qu'il y avait effectivement une amélioration objective des paramètres du sommeil, sans toutefois atteindre une rémission totale avec les neuroleptiques et les antipsychotiques. Malgré la normalisation de certains paramètres, disons avec l'introduction d'un neuroleptique, la médication est bien souvent pas assez efficace, va générer trop d'effets secondaires ou va être très mal acceptée par un patient, d'où l'importance d'offrir des interventions différentes qui vont cibler les problèmes du sommeil dans la population. Et là, c'est pour ça qu'on arrive à la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Je vous présente d'abord l'approche standard et qui, je vous dirais, la présentation est extrêmement basée sur les travaux de Dr. Jean Goulet et sur le protocole de TCCI qui est disponible sur tccmontréal.com. Donc, je vous conseille d'aller lire le guide ici très rapidement, il est très bien écrit. Donc, je vous présentais ici là, certaines études, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les résultats suggèrent que la TCCI est efficace, peu importe la population clinique qu'on choisit. Donc, je vous ai résumé un petit peu ici l'approche standard de la TCCI, donc la TCC pour l'insomnie. Donc, au niveau, par exemple, de l'évaluation, je ne vais pas tous les passer, mais peut-être ceux que c'est un petit peu plus, certaines sont choses à prendre en considération, mais je vous réfère encore au guide parce qu'il y a vraiment des exemples, par exemple, de questionnaires ou d'évaluations à faire qui sont basés sur les travaux de Charles Morin, je crois. Donc, au niveau de l'évaluation, on va conseiller un journal du sommeil, mais il y a beaucoup de questions qu'on peut poser, outre est-ce que vous dormez bien, est-ce que c'est difficile de vous endormir. Mais regardez justement le délai d'endormissement, le nombre, durée des éveils nocturnes, tous les facteurs qui peuvent influencer, comme les bruits, la température, le cododo aussi avec les parents. Des fois, on est étonné de combien de temps les gens dorment encore avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a un colocataire? Est-ce que les gens ont de la niturie? Est-ce qu'ils boivent jusqu'à 10 heures le soir puis après vont à la salle de bain 5 fois durant la nuit? On peut aussi calculer l'efficacité du sommeil, la durée totale de sommeil, depuis combien de temps les problèmes durent, et aussi vérifier les impacts diurnes des problèmes de sommeil. On peut aussi questionner beaucoup l'horaire de sommeil typique. Est-ce qu'il y a des différences entre la fin de semaine et la semaine?
les vacances? Est-ce qu'on a des variations dans l'horaire? Est-ce qu'il y a une routine de sommeil? Est-ce qu'il y a un quart de travail particulier? Est-ce qu'il y a des siestes? Est-ce qu'il y a des rituels avant l'endormissement? Je vous dirais aussi des choses qu'on oublie parfois de questionner, surtout quand on n'est pas dans un processus de psychothérapie, c'est de voir un peu les cognitions par rapport au sommeil. C'est quoi le vécu subjectif par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a de la dramatisation, de l'intolérance, des idées préconçues? Puis évidemment, voir tout ce qui peut avoir d'autres impacts sur le sommeil, comme l'activité physique, l'hydratation, la caféine stimulante, tabac, alcool, médication, drogue. Donc, qui touche un peu justement l'hygiène du sommeil. J'ai une diapo qui résume ça vers la fin. Je vais vous parler un petit peu plus du contrôle des stimuli. C'est vraiment solidifier l'association entre le lit et le sommeil de bonne qualité. Vous allez voir au cours de la présentation, j'ai utilisé le mot fatigue là, un peu de façon non discriminatoire. Cependant, ce qu'il faut dire aux patients, c'est qu'il faut aller seulement au lit quand on est somnolent. Et là, ça fait partie de la psychoéducation, c'est expliquer la différence entre somnolence et la fatigue. Donc, la somnolence, c'est vraiment une baisse de l'état de vigilance, la détente des muscles, la lourdeur des paupières, la lourdeur de la tête. C'est vraiment quand on cogne des clous. Tandis que, puis ça représente le besoin du sommeil, tandis que la fatigue, ça veut souvent être un signe qu'on devrait changer d'activité. Comme par exemple, si moi, à la fin de la présentation, je me dis « Ah, je suis vraiment fatiguée », ben, puis que je vais dehors, puis que je prends une marche, puis que je prends l'air, puis là, justement, je me sens bien, ben, c'est probablement un signe que c'était de la fatigue et non pas de la somnolence. Alors, au niveau de la restriction du sommeil aussi, un autre point plus particulier, dans le fond, ce qu'on va demander, c'est qu'on va se baser sur l'efficacité du sommeil. Soit, ça, c'est le temps total de sommeil divisé par le temps au lit fois 100. Si l'efficacité du sommeil est de plus de 85 on va augmenter le temps au lit d'environ 15 à 20 minutes. Si on est en bas de 80 d'efficacité, on va diminuer le temps au lit de 15 à 20 minutes. C'est sûr qu'on essaie de respecter environ 4 heures quand même au lit par nuit. Si l'efficacité est entre 80 et 85, à ce moment-là, on ne change rien. On conseille également très fortement aux patients de garder l'heure du réveil stable et d'utiliser, si nécessaire, une alarme. Là, c'est sûr que je vous parle beaucoup de la TCC standard ou même la TCC pour les psychoses non affectives, mais toujours garder en tête les gens qui sont plus fragiles aux diminutions du sommeil, comme les gens avec bipolarité à ce niveau-là. Donc, il y a aussi la relaxation qui fait partie de la TCCI. Vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de documents de ressources, la relaxation sur TCC Montréal, mais également sur psychopap.com. Vous allez voir. Puis il y a des stratégies cognitives. Donc, j'ai une diapo qui résume peut-être un peu le survol du modèle cognitivo-comportemental de l'insomnie. Dans la TCCI classique, il y a des facteurs cognitifs préalables ou prédisposants à l'insomnie, qui sont souvent une surestimation de l'importance du sommeil, du besoin du contrôle du sommeil, une faible tolérance à l'inconfort ou l'incertitude. Puis il y a habituellement un facteur précipitant, comme un événement stressant, un épisode dépressif, une maladie physique, une condition médicale, la COVID, plein de choses comme ça qui donnent une insomnie aiguë. Il ne faut pas oublier que les événements positifs peuvent aussi être également très stressants. L'exemple classique, c'est un déménagement dans une nouvelle maison ou un mariage, par exemple. Par la suite, les facteurs perpétuants vont embarquer. Donc, la personne prédisposée va avoir tendance à présenter plusieurs distorsions cognitives, comme par exemple l'abstraction sélective, donc se concentrer juste sur les conséquences négatives de l'insomnie, ou va avoir des conclusions hâtives, des fausses attributions, comme attribuer au problème du sommeil toutes les difficultés qu'on a dans la journée. Par exemple, j'ai échoué mon examen, ben, c'est parce que je n'ai pas dormi la veille, plutôt que de se dire ben, c'est peut-être parce que je n'ai pas étudié depuis 3 ans. Il va y avoir aussi de la dramatisation, donc une surestimation de la gravité des conséquences de l'insomnie, des troubles du sommeil, et souvent aussi une surestimation de l'insomnie elle-même. Donc, la plupart des gens vont sous-estimer de façon importante le nombre d'heures de sommeil, même quand on a des données objectives. Puis, souvent, c'est quelque chose qu'on voit souvent à l'hôpital où les gens vont me dire « j'ai pas bien dormi ». Puis les infirmiers vont me dire ben, non, à chaque fois qu'on allait le voir, ben, il était tout en train de dormir, même qu'il a dormi 12 heures la dernière nuit.
Donc, les distorsions cognitives vont venir alimenter tout ce qui est anxiété de performance d'anticipation. Oui, on peut être anxieux de notre performance de sommeil, ce qui va augmenter le niveau de vigilance et vient directement aggraver les difficultés de sommeil. Ça va entraîner des comportements mésadaptés. Le plus classique, c'est qu'on va essayer de compenser en restant au lit plus longtemps, en luttant contre l'insomnie ou en évitant de se relever quand l'endormissement n'arrive pas. Donc, le lit ou même la chambre, parfois, va devenir associé à l'insomnie et non plus au sommeil. C'est notre bon vieux conditionnement classique. C'est pourquoi beaucoup des insomniaques vont dire que c'est beaucoup plus facile pour eux de s'endormir soit dans le fauteuil, sur le canapé ou même chez des amis. Donc, ici, j'ai une image tirée directement du guide de Dr. Goulet, Dr. Chaloux, Dr. Ringot, qui résume un petit peu les habitudes de l'hygiène du sommeil. Je vous dirais que la plupart des gens les connaissent dans la population générale. Il y a beaucoup de psychoéducation à faire avec la population psychotique, même si, absolument, quand ils ont passé à l'hôpital, on leur a déjà nommé. Mais ça vaut la peine quand même de reprendre avec eux puis de bien leur expliquer pourquoi on leur demande de limiter la caféine, pourquoi on leur demande de ne pas fumer en fin de journée, juste avant de dormir, par exemple, ou limiter l'alcool. Donc, je pense que ça vaut la peine de bien expliciter avec eux, puis pas juste avoir l'air de les punir en disant ben, vous ne pouvez pas vous pouvez pas fumer ou prendre de la cocaïne juste avant de vous coucher. Donc, les adaptations pour la population avec troubles psychotiques, je dirais que c'est beaucoup tiré de l'approche de l'équipe du docteur Daniel Freeman. Je voudrais que la majorité des études sont de son équipe ou avec des gens avec qui il a travaillé. Donc, il y a peu de variété encore, mais c'est des très belles études, très bien faites. Donc, à ce niveau-là, un petit peu de les résumer. Ce qui est important de retenir de cette slide-là, c'est que la TCC pour l'insomnie va générer des résultats positifs, même quand l'insomnie accompagne ou est accompagnée d'autres conditions psychiatriques ou organiques. Dans le fond, il y a une étude en 2011 qui a démontré que même une approche simplifiée, c'est-à-dire 4 séances seulement avec contrôle des stimuli comme intervention principale, avait été très efficace pour l'insomnie dans une population avec troubles psychotiques. Cependant, c'était un peu quelque chose qu'ils avaient remarqué par la suite. Ce n'était pas vraiment un enjeu qu'ils voulaient évaluer initialement. Par la suite, il y a l'étude de Dr. Freeman en 2015 qui avait plus une approche individuelle, soit en centre hospitalier ou à domicile, sur 12 semaines, mais 8 séances d'1 heure. Les interventions principales, c'est le contrôle des stimuli et horaire d'activité diurne aussi. Ce qui démontrait, c'est que ça avait été très efficace pour l'insomnie, mais il n'y avait pas eu les effets escomptés sur les expériences psychotiques. Je dis escomptés parce qu'il y avait eu comme une pré-étude en 2013 qui avait démontré des effets assez positifs pour les expériences psychotiques avec le traitement de l'insomnie. Il y a aussi eu des études faites en contexte aigu à l'hospitalisation. C'est le projet HOUSE qui avait eu 3 adaptations de la TCC insomnie. Donc, un qui était l'optimisation de l'exposition à la lumière, la luminosité et la noirceur. Il y avait eu des discussions sur le sommeil et l'activité qui avait été mesurée par appareil. Et 3, il y avait eu l'administration des interventions en 2 semaines seulement, donc 5 séances minimum. C'est sûr que ça demandait un personnel là, assez impliqué. Et ce qu'ils avaient vu, c'est qu'il y avait eu une amélioration plus rapide des troubles du sommeil et que les gens avaient pu avoir congé rapidement. Il y a aussi des études qui ont été faites dans les populations à haut risque, donc chez des adolescents. C'est sûr que c'était une étude pilote qui visait plus à évaluer est-ce que c'était faisable, est-ce que c'était quelque chose que les jeunes allaient vouloir embarquer. Ils ont adapté la TCCI au niveau surtout de la restriction des appareils électroniques en soirée, la hiérarchie des comportements qui favorisaient le sommeil plutôt que le contrôle des stimuli classiques. Une des difficultés qu'ils disaient chez les adolescents, c'est que souvent la chambre à coucher représente le seul lieu où ils peuvent avoir leur intimité. Le lit peut être un bureau, peut être une chaise, peut être un peu de tout. Donc, c'est à ne pas négliger parce que c'est difficile de leur dire d'utiliser le lit que pour dormir quand ils n'ont aucune autre place dans la maison où ils peuvent avoir leur intimité puis être seuls avec eux.
Puis il parlait aussi de l'importance de recruter une équipe du sommeil, qui était souvent la famille et les proches. Ce qu'ils ont vu, c'est que ça avait été assez efficace, puis les jeunes embarquaient vraiment dans ces interventions-là. Donc ici, c'est une petite image pour vous rappeler qu'en milieu hospitalier, c'est pas toujours facile de dormir quand effectivement il y a des rondes du personnel qui se font assez régulièrement. Donc, moi, j'ai plusieurs patients qui me disent ben, comment vous voulez que je dorme quand aux 5 minutes, quelqu'un vient cogner à ma porte pour me demander si je dors. Donc, au niveau de l'intervention générale, c'est un petit résumé là, des protocoles qui sont faits actuellement. Eux, ce qui est dit, c'est que ça devrait se faire individuellement, selon les préférences du patient, soit en centre hospitalier ou à domicile. Je voudrais que la plupart des gens demandent que ça soit à domicile. 8 séances hebdomadaires d'1 heure. Et ce qu'il dit, c'est qu'on devait absolument avoir éliminé les troubles du sommeil liés à la respiration auparavant. La thérapie va suivre une hiérarchie des techniques d'intervention que j'ai résumées ici selon les protocoles disponibles. Donc, la majorité ont déjà été discutés. Je vous dirais que tout ce qui est le Imagery Rehearsal Training, c'est particulièrement en lien avec les cauchemars, si les gens présentent des cauchemars. Il y a certains protocoles comme le CPO, qui est un programme en ligne qui est actuellement encore étudié, qui inclut ce qu'on appelle, je n'ai pas le terme français, mais l'articulatory suppression. Donc, on murmure un mot là, sans son, qui n'a aucune signification émotionnelle aux 3 ou 4 secondes, parfois en associant à une image comme un triangle ou un carré. Le but, c'est de bloquer un petit peu les pensées intrusives ou les pensées difficiles. Mais je voudrais que ce n'est pas utilisé dans tous les protocoles. Donc, je vous parle ici brièvement de l'expérience subjective des patients. Je vous dirais que, alors que les mécanismes pathophysio, neurobiologiques derrière la relation troubles psychotiques, troubles du sommeil sont de plus en plus étudiés, les expériences subjectives ou qualitatives des patients sont encore négligées comme sujet de recherche. Il y a des études qui ont démontré qu'il y avait quand même une grande absence de consensus entre les patients suivis en santé mentale et leur équipe traitante en ce qui a trait aux priorités des symptômes à traiter. Mais je pense que j'apprends rien à personne là, ici en disant qu'il y a souvent des difficultés là, entre choisir au niveau des interventions, qu'est-ce qu'on va prioriser. On ne s'entend pas toujours avec nos patients sur qu'est-ce qui est le plus urgent. Mais ce qui est important, c'est quand même de présenter l'option de la psychothérapie aux patients. Il y a des études qui ont démontré qu'eux préféraient bien souvent des aspects plus psychothérapeutiques plutôt qu'une autre médication. C'est sûr que ça dépend comment on leur présente. Si on arrive à quelqu'un qui a peu de motivation, qui a plusieurs symptômes psychotiques, on dit, voudrais-tu faire un protocole de psychothérapie? C'est 1 fois par semaine, il y a des devoirs à faire, des choses à remplir. Probablement qu'ils vont nous dire non, mais si on leur présente en disant, ben, je comprends que tu ne veux pas qu'on ajoute une autre médication, je suis prête à travailler avec ça, mais il y a des trucs peut-être à apprendre pour aider le sommeil. Donc, je pense que c'est vraiment comment on le présente pour essayer de motiver le plus possible une personne. Donc, ici, il y a certaines adaptations qui étaient suggérées selon quelles étaient les barrières du sommeil dans la population. Des choses à prendre en considération comme au niveau de l'environnement, des choses qu'on pense un peu moins dans la population générale, mais dans la population psychotique, c'est vraiment au niveau du lit, la salubrité, la sécurité. Actuellement, je suis au CIM, donc je visite les gens à domicile. Je peux vous dire que moi aussi, je ferais beaucoup d'insomnie à voir les chambres à coucher de certaines personnes. Donc, c'est difficile pour quelqu'un de bien dormir quand il y a des punaises de lit, quand il y a un matelas par terre ou tout déchiré ou quand il n'y a plus de porte dans un logement. Donc, c'est des choses à questionner quand même, puis essayer effectivement d'assurer la sécurité, déjà une certaine stabilité du logement aux patients. Au niveau des activités diurnes, il y a souvent un grand manque. Je vous dirais que les sujets dans la population générale vont craindre une perte de performance en lien avec un déficit de sommeil. C'est peu une crainte souvent dans la population avec troubles psychotiques parce qu'habituellement, ils n'ont pas nécessairement des obligations, mis à part quand on leur met un rendez-vous à 9 h le matin.
Donc, ce qu'il donnait comme conseil, c'est d'élaborer un horaire avec des activités plus plaisantes en matinée. Donc, ça peut aussi faire partie de la psychoéducation. Pas qu'on recommande à nos patients de consommer de la drogue, mais si quelqu'un consomme de la cocaïne vers 9 heures le soir, peut-être lui dire, ben, peut-être le faire plus tôt dans la journée. Au niveau également du rythme circadien, justement, les gens avec troubles psychotiques ont souvent moins d'exposition aux Alzheimer's, qui augmentent le risque de dysrégulation circadienne. Donc, le plus possible qu'on peut les aider à avoir une routine. Au niveau des siestes, un peu la même chose. On va être un petit peu plus tolérant avec la population avec troubles psychotiques. Donc, on va vraiment miser sur justement l'horaire occupationnel, mais aussi de faire des siestes plus planifiées. Donc, le plus tôt possible dans le matin, des siestes courtes, qu'on met un réveil matin, par exemple, une alarme, et on fait une réduction graduelle des siestes. Donc, il y a aussi au niveau des cauchemars, comme ils peuvent faire plus de cauchemars, on peut faire de la psychoéducation. Cauchemar, c'est pas dangereux. On peut apprendre des techniques de grounding aux patients ou, bon, l'imagerie mentale, il y a plusieurs stratégies possibles qu'on peut leur enseigner. Au niveau des éveils nocturnes aussi, il y a aussi du grounding qu'on peut faire. La règle du 15 minutes, c'est après 15 minutes, vous n'êtes pas capable, ben, sortez de votre lit, allez quelque part de plus calme. Puis quand vous sentez somnolent, retournez dans votre lit. Des exercices de relaxation aussi. Au niveau des hallucinations, paranoïa, c'est sûr que on va les prendre en considération si ça affecte le sommeil, si ça affecte la psychothérapie. On peut même aller voir des interventions de TCC plus centrées sur la psychose. On peut essayer aussi de voir qu'est-ce qui peut aider à diminuer l'envahissement à ce niveau-là. Tout ce qui est préoccupation, je voudrais qu'il y a beaucoup de... Ce qui était démontré dans les études, c'est que les gens avec troubles psychotiques étaient souvent préoccupés par le risque de rechute. Donc, c'est de voir ça avec eux, voir comment les rassurer. Je vous dirais que aussi dans les conceptions des gens avec psychose et les troubles du sommeil, la plupart pensaient que quand on est schizophrène, par exemple, on est obligé d'avoir des troubles du sommeil, que c'est un peu un fait établi et qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est justement de voir qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les aider à ce niveau-là. Juste aussi, il nous disait que dans ces protocoles-là, toujours essayer de diminuer la nécessité d'écrire, de lire. Par exemple, il parlait souvent du journal du sommeil. Moi, je dirais que je n'ai pas souvent eu de succès en demandant aux gens de les remplir. Ce qui arrivait, c'est qu'ils les remplissaient avec moi, mais les remplissaient donc pour la semaine entière en une fois, ce qui était peu efficace. Donc, c'est de trouver des façons pour eux que ça soit le plus facile à remplir. Il y en a qui aimaient le faire par l'ordinateur parce que c'était plus facile, mais habituellement, classiquement, on offre d'avoir un petit crayon puis un papier où ils peuvent noter des choses et offrir du matériel très simple à comprendre aussi. Donc, rapidement, les contre-indications. Vous ne serez pas étonnés, c'est les idées suicidaires actives envahissantes, les patients qui ne sont pas motivés, les patients qui sont en psychose aiguë, mais une psychose qui empêche le patient de participer. Donc, atteinte de la communication, désorganisation de la pensée importante, distractivité ou manque de concentration quand même majeur, agitation extrême, agressivité ou présence d'autres troubles du sommeil non traités comme l'apnée du sommeil. Donc, en conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que peu importe le cause des anomalies du sommeil, leur pathophysio, les anomalies du sommeil demeurent une cible thérapeutique non négligeable qu'il faut vraiment investir, vraiment traiter avec les gens et qu'il y a une grande efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale dans ces problèmes-là. Donc, merci. Et merci aussi aux gens qui avaient participé à la présentation initiale et qui ont beaucoup aidé dans le travail fait. Merci beaucoup, Dr. Lucie Valade. Je ne sais pas si il y a des personnes qui auraient des questions à poser à Dr. Lucie Valade suite à son excellente présentation. Je me demandais si, Bengali, tu utilisais certains de ces éléments-là quand tu remplaçais à l'interne ou avec tes patients du CIM. Avec les patients du CIM, un petit peu plus, parce que c'est juste que là, à l'interne, actuellement, les patients que j'ai ne sont pas des candidats actuellement,
Mais avec le CIM, oui, parce que c'est sûr que ça demande beaucoup d'adaptation parce que donc les devoirs, les choses comme ça dans une TCC plus classique, ils ne vont pas le faire. Puis c'est sûr que il faut y aller petit à petit. Je voudrais que moi, je suis un peu étonnée quand j'ai vu initialement, par exemple, 4 séances seulement. Parce que pour moi, j'ai vu qu'en externe, j'avais besoin de plus de temps, par exemple, au niveau de la psychoéducation. Il fallait que je revienne plusieurs fois sur les mêmes éléments. Des fois, je leur écris sur une feuille ou je leur dessine des choses. C'est juste que souvent, ils perdent après les papiers. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent. Mais je vous dirais que c'est toujours un travail de longue haleine quand même avec certains patients. Mais en clinique externe, je le fais un petit peu plus, je dirais, peut-être parce que les patients sont un petit peu plus stables aussi au niveau soit logement ou au niveau des rendez-vous. Puis habituellement, ils l'apprécient beaucoup, même si ils vont quand même parfois avoir tendance à demander, je peux-tu avoir une médication pour aider au cas où. Je pense que ça les sécurise beaucoup. Puis encore, des fois, c'est difficile de briser pour eux la conception que sans médication, ils ne vont pas être capables de bien dormir. Donc, c'est sûr qu'ils demandent rarement des antipsychotiques. Ils vont me demander des benzodiazépines la plupart du temps. Mais on travaille avec la psychoéducation. Puis, des fois, je leur montre des vidéos aussi de Dr. Goulet sur YouTube. Et ça aide aussi à les rassurer sur c'est quoi la thérapie. Merci. Appliquer d'une façon ou d'une autre à l'interne, parce que ça se pourrait s'appliquer quand même plus facilement pour avoir un semblable d'agenda du sommeil ou appliquer certaines des recommandations. C'est sûr que les études sont assez intéressantes pour l'application à l'interne, surtout quand ils disent que ça pourrait permettre de donner congé plus rapidement. Je dirais que je pense que ça demande quand même une organisation avec le personnel parce que ça demande quand même pour certaines données plus objectives au niveau de la nuit, comment ça se déroule, qui est un petit peu difficile des fois à demander dans le contexte où le personnel a déjà beaucoup de choses à faire. Je vous dirais qu'il y a aussi, ça dépend de l'environnement. Par exemple, quand il y a une petite fenêtre dans la porte, c'est beaucoup plus facile de jeter un coup d'œil parce que souvent, ce que les patients vont me dire, c'est oui, mais c'est parce que là, les gens, ils ouvrent la porte, puis là, la lumière rentre, puis là, j'ai peur quand ils ouvrent la porte. Donc, je pense que c'est beaucoup d'organisation de ce genre-là. Les unités où ces études ont été faites étaient quand même très bien organisées. Là. C'est sûr parce qu'il y avait des protocoles de recherche aussi. Puis il y avait des équipes complètes de psychothérapeutes qui se rendaient sur place, qui allaient voir les gens, qui faisaient de la psychoéducation parce qu'ils privilégiaient beaucoup les rencontres individuelles. Je pense qu'ici, c'est moins réaliste. Je pense que probablement quelque chose de groupe pourrait aider plus. Mais c'est de voir comment organiser le tout. Mais je pense que ça pourrait valoir la peine d'essayer quelque chose à ce sujet-là. Je pense aussi le fait qu'il y ait des balcons ou des terrasses, ça pourrait aussi être quelque chose d'utile parce que c'est mieux, je pense, quand ils peuvent aller marcher. C'est pas toujours réaliste là, avec la clientèle, mais je pense qu'il parlait beaucoup de l'exposition à la lumière du jour, l'horaire. Je pense que des fois, il y a certains patients qui sont un petit peu laissés, ils dorment jusqu'à 11h30. Puis il ne dérange pas trop, donc il tolère. Mais je pense qu'on peut effectivement demander, il faudrait qu'il se réveille à telle heure, qu'il aille au déjeuner, qu'il participe le plus possible aux marches. Ça pourrait déjà aider, mais je pense qu'il faut d'abord pouvoir bien l'expliquer aussi aux patients parce que donc, je pense de bien expliquer pourquoi on demande certaines actions ou certains gestes. C'est pas juste parce qu'on veut leur rendre la vie difficile, mais c'est parce qu'on sait que ça va les aider à mieux dormir, puis ça pourrait même les aider à avoir congé plus rapidement. C'est souvent le levier le plus puissant que j'ai à l'interne, c'est qu'on leur dit ça pourrait aider à avoir congé plus rapidement.